21h30 à Paris, 19h30 à Bamako. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la situation au Sahel. Nous consacrerons une bonne partie de ce journal au Mali. Quelle est la situation sécuritaire dans le pays alors que les attaques se multiplient? Où en sont les accords, où en est l'accord d'Alger? Nous parlerons également du Burkina Faso. Un an après le coup d'État, une tentative de putsch a été déjouée. Et puis le Niger et ses nouveaux dirigeants au pouvoir. Nous évoquerons toutes ces questions avec notre spécialiste des réseaux djihadistes Wassim Nasr et avec Sedi Kaba, spécialiste de la région. Mais d'abord, on va retrouver tout de suite notre correspondant régional pour un point sur les dernières attaques qui ont frappé le Mali. Serge Daniel, bonsoir. Alors ces attaques se sont multipliées ces dernières semaines. Ah oui, tout à fait, parce que il y a eu, par exemple, aujourd'hui, l'ex-rébellion a affirmé avoir attaqué une localité dans la région de Gao qui s'appelle Taoussa, et que le camp a été maîtrisé, pris en charge. Mais il faut préciser que le gouvernement malien ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Alors, côté maintenant nord-ouest, si on veut aller là-bas, il y a un blocus qui est imposé par les djihadistes à la ville de Tombouctou. Des véhicules chargés de vivres avaient l'intention de rentrer dans la ville de Tombouctou ces dernières 48 heures. Les véhicules n'ont pas pu rentrer parce que, évidemment, les djihadistes ont empêché ces véhicules de bloquer. Donc, ville sous blocus. Et maintenant, le nord-est. Vous savez que le lundi dernier, 120 véhicules, un convoi de 120 véhicules composé de combattants de l'armée malienne et des partenaires russes de Wagner, ces 120 véhicules, le convoi a quitté Gao pour la direction du nord-est. Et il n'y a pas de mystère là-dessus. Le gouvernement malien a affirmé, le Premier ministre, le président du Conseil national de la transition a également confirmé que l'objectif est de prendre le contrôle de toutes les bases militaires du pays, notamment au nord-est. Il faut dire que l'armée malienne est présente déjà dans la région de Tombouctou, de Tessalit. J'y étais il y a 2 ans, mais c'est plutôt un embryon. L'armée malienne reconstituée est dans un camp militaire de Kidal, mais ne peut pas sortir et ne contrôle pas la ville. Ce sont les ex-rebelles qui contrôlent la ville. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, au moment où je vous parle, les forces armées maliennes accompagnées de Wagner sont à 160 km plus loin de Gao. L'objectif est de prendre donc le contrôle des bases militaires, de toutes les bases militaires dans la région de Kidal. En face, vous avez les groupes armés. Ça a tiré. Il y a la communication qui s'opère sur les réseaux sociaux des deux côtés. La situation est tendue, mais au moment où je vous parle, l'armée malienne n'est pas encore arrivée ni à Kidal et n'a pas pris le Grand Nord pour aller dans la localité, par exemple, de Tessalit ou d'Aguelok. Voilà un peu le point de la situation. C'est assez tendu, le conflit est désormais ouvert entre les forces armées maliennes et les ex-rebelles. Et on va en reparler bien évidemment. Merci beaucoup Serge Daniel. Bonsoir Sedi Kaba, bonsoir Wassim Nasr. Merci d'être sur notre plateau. Sedi Kaba, vous avez entendu Serge Daniel, la situation semble se dégrader ces dernières semaines. Ah oui, la situation s'est dégradée sur un double front. D'abord au niveau de l'affrontement entre les forces armées maliennes et les groupes rebelles, l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux combattants. Sur le second front aussi, ce qu'on redoutait, c'était une confrontation ouverte entre les armées, entre l'État malien et les groupes signataires des accords d'Alger. On a eu quelques indications au moment du référendum où un certain nombre de dispositions qui étaient contenues dans l'accord d'Alger auraient dû être transcrites dans la loi constitutionnelle du 18 juin. Les militaires avaient refusé, mais on avait considéré ça comme un épisode et qu'on n'y arriverait pas à une confrontation. Aujourd'hui, on s'installe dans un état de guerre entre les forces armées maliennes et les groupes signataires des accords d'Alger, ce qui fait craindre un embrasement du Mali et par voie de conséquence du reste de la région. On y reviendra. Wassim Nasr, que se passe-t-il exactement sur ce terrain? On a entendu les explications de Serge Daniel. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, si on veut parler du JNIM, donc Jamaat al-Muslimin, donc Al-Qaïda au Mali, elle continue, le groupe continue ses opérations dans ses zones d'opération habituelles contre les forces armées maliennes et avant elles contre la MINUSMA. Le fait nouveau qui s'est ajouté aujourd'hui, c'est que ça s'est aussi embrasé avec les mouvements signataires, donc à majorité Touareg, donc qui était représenté par le CSP, une majorité du CMA dedans.
de la CMA dedans. Donc le premier accrochage a eu lieu à Ber. C'est quand l'armée malienne a voulu intégrer le camp de la MINUSMA à Ber et que le camp a été cédé 3 jours avant la date voulue. Et quand on sait surtout aussi que la MINUSMA qui était dans le camp de Ber, c'était des militaires burkinabés. Et c'était juste après la réunion qui a réuni le capitaine Traoré, Assimi Goïta et le président russe donc à Saint-Pétersbourg. Donc la première étincelle, c'était pendant le mois d'août, c'était à Ber. Et quand on sait que Ber aussi est une zone d'opération d'Al-Qaïda, donc la MINUSMA qui se retirait s'est fait attaquer par Al-Qaïda et le convoi des FAMA et de Wagner qui essayaient d'arriver à Ber, et finalement ils sont arrivés à Ber, a été attaqué plusieurs fois sur la route, que ce soit par les mouvements rebelles ou que ce soit par Al-Qaïda. Donc on a une situation où Al-Qaïda est dans ces zones d'opération et où quand on voit ce que les rebelles font, ils disent bon, nous on se marche sur les pieds en gros avec Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda sature le terrain parce qu'il sature le terrain depuis un moment là-bas. Et encore une fois, le seul fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui aussi les groupes Touareg rentrent dans le jeu. C'est-à-dire le camp de Bamba a été attaqué par Al-Qaïda il y a quelques semaines. Puis Al-Qaïda s'est retiré, puis à nouveau attaqué dernièrement par les groupes rebelles Touareg. Donc, et tout ça se passe sur 2 fronts. Donc il y a un front principal à l'ouest et un front à l'est, donc vers Tombouctou, et à l'ouest vers Bourem, qui a été attaqué aussi plusieurs fois par les groupes rebelles. Et autour de Bourem, dans la région de Gao, plusieurs attaques aussi d'Al-Qaïda. Donc ça se fait en parallèle dans cette zone-là, et on ne parle pas de l'État islamique qui est plutôt dans le Gourma et à Ménaka. Donc en parallèle, les forces armées maliennes, Wagner avec eux, subit plusieurs attaques, ce qui les a poussés aussi, et obligés en tout cas, à évacuer quelques camps qui ont été submergés, soit par les uns, soit par les autres. Le seul fait nouveau, il en a parlé, Sage Daniel aussi dans les dernières heures, c'est que la dernière cartouche, j'ai envie de dire, de Bamako, c'est d'amasser des forces et d'essayer de prendre Kidal ou de retourner à Agalok et Tessalit. Il fait bien de le rappeler parce que ces zones, il y a des embryons de l'armée recomposée malienne suivant les accords d'Alger, mais qui n'est pas du tout opérationnelle sur le terrain. Elle ne rayonne pas. Donc c'est la dernière cartouche aujourd'hui de marquer une victoire dans ces zones-là, ne serait-ce une victoire symbolique ou morale pour récupérer un peu de force. Alors, vous avez tous les deux parlé de l'accord d'Alger. On va évidemment revenir sur cette rébellion Touareg. On va parler plus longuement de cet accord et on va faire le point sur cet accord d'Alger. Certains veulent mettre fin à cet accord, d'autres disent qu'il est toujours actuel. On va essayer de comprendre en quoi il consiste avec le bureau d'Abidjan, Serge Daniel et Julia Guggenheim. Décentraliser le Mali, intégrer les ex-rebelles dans l'armée ou encore développer le nord du pays. Voilà quelques-unes des promesses faites aux rebelles à Alger en 2015 en échange d'un cessez-le-feu. Mais depuis le 2e coup d'État de 2021, la mise en place de l'accord s'enlise. Assimi Goïta a fait de la souveraineté nationale son mantra et c'est aidé par le Kremlin que Bamako entend réaffirmer sa puissance militaire. Avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Alors que la junte renie de plus en plus les accords d'Alger, qui selon elle consacrent la partition du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad suspend sa participation à l'accord de paix à la fin de l'année 2022 avant de saisir la médiation internationale. Pendant ce temps-là, les violences des groupes djihadistes s'intensifient dans le nord du pays. Dans certaines zones, les ex-rebelles affirment se battre seuls contre les groupes armés, ce qui renforce le sentiment d'abandon de l'État. Les tensions s'accentuent encore un peu plus avec le référendum autour de la nouvelle constitution qui se déroule en juin 2023. Les mouvements de l'Azawad, déçus de ne pas y trouver la concrétisation des accords d'Alger, décident de boycotter le scrutin. Après le retrait des forces françaises, Bamako demande le départ de la MINUSMA contre l'avis des ex-rebelles qui collaborent avec elle sur le plan sécuritaire. Nous avons une étroite collaboration avec la mission de paix des Nations Unies au niveau de Kidal. Nous avons même des officiers de liaison. Les relations sont au beau fixe avec la MINUSMA. Les premiers véritables accrochages sur le terrain surviennent alors que l'armée régulière récupère le contrôle du camp militaire de Ber suite au départ de la MINUSMA. Une rétrocession qui ne passe pas auprès des ex-rebelles dans cette zone qu'ils sont censés contrôler, selon les accords de 2015.
Wassim, on a du mal à y voir clair dans cette rébellion. Je le disais tout à l'heure, certains disent que les accords d'Alger, c'est fini, l'accord d'Alger a été enterré. D'autres disent qu'il faut l'appliquer au contraire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette rébellion touareg? En fait, l'accord a été, on va dire, suspendu. Et il y a des responsabilités, en tout cas, partagées. Parce que tout ce qui a été cédé par Bamako n'était pas suffisant aux yeux des groupes signataires. Et donc, du moment où ce n'était pas suffisant, donc ils n'ont pas eu toute l'autonomie qu'ils voulaient, pour résumer, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, ils ont refusé de déposer les armes. Et d'un autre côté, déposer les armes induit ce qu'on appelle le DDR. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de combattants qui doivent déposer les armes et qui seront réintégrés, réinjectés dans des groupes dont on parlait tout à l'heure, les groupes mixtes, les Gatia. Donc il y a eu une sorte de... Ils ont enflé les chiffres, le nombre de combattants, pour augmenter l'aide. Et de son côté, Bamako n'a pas fait les mesures nécessaires à intégrer, ne serait-ce que les premiers nombres, en tout cas intéressants. Donc on était dans une sorte de statu quo. Il y a eu la formation du CSP, dont on parle. Donc, grosse composante, c'est la CMA, mais il y a aussi dedans les Gatia d'Al-Mahmoud, il y avait aussi dedans le MSA de Moussa Achaatouman. Et donc, ça, c'était aussi fait en bonne intelligence avec Bamako. Parce qu'il faut rappeler aussi que Bamako avait envoyé son ministre de la Réconciliation à Rome quand il y a eu la réunion et l'annonce la deuxième réunion du CSP. Donc, mais petit à petit, donc si on parle des factions Touareg, petit à petit, ça s'est délité. Là, on sait aujourd'hui que le MSA, par exemple, a quitté. Il est plutôt du côté de Bamako. Et il a été récompensé avec des postes, pas ministériels, mais des postes étatiques, il faut le dire aussi. Et le CMA se retrouve, en tout cas, tout seul avec une partie des Gatia dans cette rébellion. Quand on parle aux gens du MSA, ils disent oui, mais la rébellion, le CMA ne nous a pas aidés face à l'État islamique. On l'a entendu dans le sujet, mais ce n'était pas précisé qu'il s'agissait des combats à Ménaka contre l'État islamique. Et d'un autre côté, le CMA dit au MSA, oui, mais Bamako ne vous a pas aidé non plus contre l'État islamique. Donc on rentre dans les dynamiques internes des mouvements Touareg, qui n'est pas si simple. Parce que si on parle, par exemple, des combats qu'il y a eu à Bourem, par exemple, à Bourem, il y avait des volontaires Touareg qui étaient en train d'aider l'armée malienne dans les combats contre d'autres factions Touareg. Donc il y a une grande complexité et une dynamique très complexe au sein même des mouvements. Mais aujourd'hui, il faut le dire, une bonne partie des mouvements signataires se retrouvent face à face contre l'armée malienne, même s'il y a des éléments Touareg, et pas que Touareg d'ailleurs, parce que dans la rébellion, il y a des Arabes, il y a d'autres ethnies, les ethnies du Nord, c'est pas que les Touareg. Et là, on voit les images de combats qu'il y a eu dernièrement, où le CMA a pris plusieurs bases de l'armée malienne. Alors, Sidi Kaba, est-ce qu'on peut dire qu'on est revenu à la situation de 2012, ou est-ce que la situation est tout de même différente ? Oui, la situation elle est presque identique à 2012, quand il n'y a pas eu l'accord d'Alger. L'accord d'Alger a permis de mettre fin à la rébellion. Et il est évident que dès le début, l'accord a été douloureux pour une partie de la classe politique et de l'opinion malienne. Le président Ibeka avait pris sur lui d'appliquer à petits pas, à reculons, cet accord. Mais ça, c'est un peu une défaite. Et après, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu presque un coup de frein à la mise en œuvre des accords, puisque certaines dispositions, notamment une des dispositions phares de l'accord d'Alger, faut-il le rappeler, c'est justement cette forme de semi-autonomie. Il était prévu dans l'accord d'Alger qu'on élise les assemblées régionales au suffrage universel, qui elles-mêmes élisent les exécutifs régionaux au suffrage universel, avec une grande partie des transferts de compétences. Donc les gens à Bamako avaient perçu cela comme une forme de semi-autonomie et s'étaient opposés. Quand il y a eu l'arrivée du second coup d'État, même le coup d'État dans le coup d'État, en mai 2021, là, le courant souverainiste à Bamako a convaincu une partie du pouvoir de la possibilité de refuser carrément l'accord en disant que ça va arriver au démantèlement du Mali. Et à cela est venu s'ajouter ce sentiment de puissance, de montée en puissance de l'armée malienne dont a parlé le président Goïta à Saint-Pétersbourg. Donc, il y a eu une perception de la capacité à reconquérir par les moyens militaires la partie qui était encore aux mains de groupes armés. Et aujourd'hui, on arrive dans cette logique de confrontation. À mon avis, c'est un pari un peu incertain. Lancer des colonnes, même si elles sont importantes en direction de Kidal, ne me semble pas être un pari certain. La défaite de 2014, c'était ça. C'est ça. Qui a amené les accords d'Alger.
Alors, Wassim, est-ce qu'on peut envisager une alliance entre la rébellion Touareg et les islamistes? Beaucoup en parlent, mais je ne pense pas que c'est à l'ordre du jour. Il faut aussi rappeler que beaucoup de sang a coulé entre les mouvements signataires et entre les djihadistes. Il faut rappeler aussi que AQMI avait viré les mouvements Touareg rebelles en 2012 quand ils ont conquis tout le nord. Il faut rappeler aussi que quand il y a une bataille, par exemple contre l'État islamique à Ménaka, les gens du même village, les gens du même clan se retrouvent à se battre côte à côte face au même ennemi. Mais est-ce qu'il y a une alliance générale entre toutes les factions et les djihadistes d'un côté? Je ne pense pas. Mais il y a, comme a dit Nassim, il y a quand même des alliances opérationnelles de circonstances. Quand le MSA s'est retrouvé à se battre contre l'État islamique au Grand Sahara, il a pu compter sur le soutien du JNIM qui était à côté dans le cadre. Je vais donner une précision. Il peut se passer de choses opérationnelles comme ça sur le terrain, mais sans que ça fasse l'objet d'un accord global qui incluait des modes d'action, qui incluait. Mais il y a des possibilités d'accord de circonstances, d'accord opérationnels. C'est un très bon exemple parce que la bataille de Talatay, c'est un village qui est coupé en deux. Donc il y avait une partie avec le MSA, une partie avec le JNIM. Donc quand l'État islamique a attaqué la localité, le JNIM a dit aux gens du village, si vous voulez vous battre du côté du MSA, vous le faites, il n'y a aucun problème, mais pas sous notre drapeau. Donc ça, c'est important. Et d'un autre côté, aujourd'hui, quand ils se retrouvent aussi face à l'armée malienne, les gens peuvent prendre les armes parce que ce sont évidemment des alliances de circonstances, mais qui ne peuvent pas s'élever à des alliances vraiment entre des groupes. Par exemple, le chef d'AQMI, quand on lui a posé la question « Quelle est la nature de l'alliance que vous avez avec les factions rebelles face à l'État islamique ?» Il a dit « On n'a pas d'alliance avec les factions, mais on a des alliances avec les tribus. » Donc d'où la subtilité, sans oublier qu'il y a une vraie guerre d'influence entre différentes composantes qui composent Touareg, pour dire les choses, et Arabes, qui composent les uns et les autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les équilibres tribaux et les guerres d'influence internes à ces groupes sont très réels dans le Nord Mali. En tout cas, beaucoup de rebelles affirment qu'ils ont pris les armes pour se défendre des groupes djihadistes qui s'en prennent aux populations, mais aussi au bétail. Les éleveurs sont une cible privilégiée des djihadistes et cela a des conséquences sur l'approvisionnement de la viande dans toute la région. Reportage de Julia Guggenheim, Makamara et François Ayoub. Au Sahel, comme ici au nord du Mali, les villages sont régulièrement attaqués et le bétail des éleveurs volé par les groupes terroristes. Le quotidien est devenu difficile pour les populations. Sur ces images obtenues il y a quelques mois, les troupes de l'Azawad évoquaient déjà la situation. Ces troupes, en patrouille dans le nord de Ménaka, ont découvert qu'un village entier avait été attaqué par l'État islamique. Le groupe armé djihadiste a tué 16 personnes avant de tout brûler et d'emporter le bétail. Ce chef militaire nous explique que si les ex-rebelles ont décidé de reprendre les armes, c'est en raison de la multiplication de ces attaques. Quand le MSA a été victime de vols de bétail, ses marabouts assassinés, sa population massacrée, le MSA s'est organisé et a fait ce que tout mouvement responsable peut faire dans ce genre de situation, à savoir la protection des biens et des civils. William Assonvo, chercheur à l'ISS, a documenté cet intérêt des groupes terroristes pour le bétail jusque dans le nord de la Côte d'Ivoire, où ils cherchent à profiter des ressources générées par cette activité. Le vol de bétail, c'est un aspect du problème, en ce sens que ça a été utilisé comme un moyen de chantage, un moyen de pression. Donc c'était un élément d'une stratégie visant pour les groupes à pouvoir s'assurer la collaboration du plus large nombre possible d'acteurs de cette économie. L'insécurité grandissante à laquelle sont confrontés les éleveurs dans le Nord a des répercussions sur les pays côtiers. C'est ce que constate le président du syndicat de la filière d'élevage de Côte d'Ivoire dans ce marché de gros à Abidjan. Tout le monde parle, on dit qu'aujourd'hui la viande est devenue chère. Mais comme il y a une crise qui se passe au Burkina Mali, c'est ça qui se fait que c'est pas tous les commerçants qui peuvent venir. Au mois d'août, on a fait 125 camions. Et depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, on a 26 camions seulement qui est rentré. Et vous-même, vous avez vu que les encolos sont vides. C'est des petits moutons qui sont là. En temps normal, la Côte d'Ivoire importe plus de la moitié de sa consommation de viande du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'instabilité fait craindre une hausse des prix à terme pour les pays importateurs.
Alors on l'a vu, l'insécurité dans le Sahel touche ces 3 pays. Hein, ça a un impact sur tout le reste de la région. Mais on voit bien que les 2 autres pays sont très impactés. On va parler du Burkina Faso à présent. Le Burkina Faso où il y a 1 an qu'il y a eu un coup d'État dans le coup d'État et 1 an après, un autre coup d'État a été déjoué, Sedi Kaba. Qu'est-ce que cela démontre? Même le premier coup d'État était lié à l'insécurité. En réalité, Roch Marc Christian Kaboré a été élu en décembre 2020 et il a été renversé 1 an après. En janvier 2022, il a été renversé. Et à l'époque déjà, c'était la crise sécuritaire qui s'était transformée en crise politique et qui a conduit à son éviction. Et les militaires qui avaient pris le pouvoir sous le Harry Paul de Sanogo avaient dit qu'ils prenaient le pouvoir pour ramener l'insécurité. Et 8 mois après, il n'avait pas réussi à ramener l'insécurité. Lui-même a été renversé par Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré lui-même est menacé, vient d'échapper à un coup d'État parce que justement, il n'a pas réussi à ramener l'insécurité, ni même à reconquérir une bonne partie du territoire. Alors donc, justement, il avait déclaré il y a quelques jours dans une interview à la télévision burkinabé, il n'y a pas une partie du territoire où on ne peut pas mettre les pieds. Quelle est la situation sécuritaire au Burkina? C'est faux, déjà c'est faux. Le nord est perdu, donc il y a quasiment la moitié du pays où l'État n'est plus du tout présent. C'est vrai qu'il y a des opérations militaires menées par l'armée burkinabé, mais dans le sud-ouest. Mais le nord, il n'y a plus de présence réelle. En tout cas, des pans du territoire leur échappent. Et comme ça a été très bien dit par Saïdik, le premier coup d'État, c'était quand il y a eu une attaque contre une faction de la gendarmerie qui s'est fait attaquer. On a appris qu'ils n'avaient même pas de munitions, même pas de vivres, qui chassaient autour de la caserne pour se nourrir. Puis le coup d'État de Brahim Traoré, c'était à cause du convoi qui n'a pas réussi à rejoindre Djibo. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on voit que le Burkina est devenu comme le Mali à un certain moment, le Burkina est devenu un lieu de rayonnement d'Al-Qaïda, du JNIM, vers le Togo, le Bénin, avec des opérations bien réelles. Et ce qu'ils ont fait avec Jafar Diko, donc c'est le chef d'Al-Qaïda au Burkina, Jafar Diko a été formé par Iyad Aghali et par Koufa. Donc Jafar Diko, à son tour aujourd'hui, forme des gens, sans rentrer dans le nom, des Béninois, et les envoie chez eux. On ne parle pas de combattants, on parle de chefs qui vont pouvoir recruter chez eux. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, comment on peut imaginer que le territoire est contrôlé et que la sécurité revient? La sécurité ne revient pas. Parce qu'on sait aussi qu'à force de massacres, et on a une infographie sur laquelle peut-être qu'on peut voir le nombre de victimes civiles dans les 3 pays, on sait que la solution de tout militaire, créer des milices, armer des milices et tuer des civils, ça n'amène pas la sécurité. Ça renfloue le recrutement dans les rangs des djihadistes, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, et ça positionne les djihadistes comme des défenseurs des populations qui sont visées par les opérations militaires. Alors, Sedi Kaba, est-ce qu'on peut comparer les coups d'État qui sont déroulés au Burkina Faso et au Mali à celui qui s'est déroulé au Niger? Est-ce que c'est la même nature? Est-ce que c'est l'insécurité qui a causé ce coup d'État? Non, les militaires ont avancé la raison du coup d'État, mais le Niger, le 26 juillet 2023, affichait une résilience à l'insécurité et présentait une situation sécuritaire beaucoup moins dégradée que ceux de voisins, en raison de la cohésion sociale qui est un peu plus forte, l'outil militaire qui est beaucoup plus organisé, avec un aguerrissement meilleur, et puis la politique du président Bazoum, qui a commencé le dialogue avec certains groupes djihadistes, qui a obtenu de résultats. D'ailleurs, au Burkina Faso, on ne veut plus dialoguer. Oui, donc tout cela faisait qu'au Niger, le coup d'État a eu lieu pour d'autres raisons que les raisons au Burkina et au Mali. L'argument sécuritaire n'était pas le moteur de coup d'État. En tout cas, il n'était pas totalement recevable pour justifier une situation de coup d'État au Niger. Alors justement, Wassim, au Burkina Faso, le président Traoré dit qu'il n'est plus question de dialoguer avec les terroristes. Ce n'était pas le cas avant, son prédécesseur. Est-ce que ce changement de stratégie est important? Ce n'est pas un changement de stratégie. Déjà, il faut savoir, est-ce que les djihadistes veulent négocier?
Parce que quand il y a des massacres, à un moment au Mali, il y avait une option de négociation. Ibeka l'avait annoncé lui-même. François Hollande a dit non, il ne faut pas. Sauf que les conclusions des négociations au Mali disaient qu'il fallait négocier avec les djihadistes. Et donc l'option négociée était toujours plausible tant qu'il n'y avait pas eu les massacres dans le centre. Mais une fois on a des massacres et le sang coule, même les djihadistes ne peuvent plus négocier. Parce que aussi, il faut qu'ils justifient à leur base pourquoi ils négocient. Aujourd'hui, il n'y a rien pour négocier, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Et comme Sadiq l'a très bien rappelé, aujourd'hui, tout le monde le dit, que la politique de négociation qu'a menée le président Bazoum était une réussite. Maintenant, mais on est après coup, parce qu'on voit toutes les attaques qu'il y a eu. Justement, la situation sécuritaire au Niger. On voit les 3 dernières attaques au Niger, il y a eu plus de 100 morts quand même, dans des zones qui étaient plutôt sécurisées. Donc maintenant, tout le monde dit, oui, évidemment, c'est la politique du président Bazoum, mais quand le président Bazoum le faisait, on était très peu à dire que la négociation faisait partie de la solution. On était même critiqué parce qu'on l'écrivait et on le disait. Alors que, logiquement, face à une insurrection, la négociation fait partie des outils à utiliser. Donc, l'arme, la guerre, la négociation et aussi la paix sociale. Et là, on voit sur cette carte-là, tout ce qui est en jaune, c'est les zones d'activité d'Al-Qaïda, sur les 3 pays, Bénin, Togo aussi. Tout ce qui est en vert, c'est les zones d'activité de l'État islamique. Le violet, c'est ce qui reste de Boko Haram. Et les petits triangles, c'est les zones de conflit, on n'en a pas parlé, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Il y a des batailles rangées dans le Gourma et au nord du Burkina entre l'État islamique et Al-Qaïda. Ceux qui payent le prix fort, ce sont les civils, des zones où l'État n'est pas du tout présent. Et le plus important dans tout ça, que cette guerre intra-djihadiste contribue à la dogmatisation des pans des sociétés civiles là-bas qui sont obligées, sommées, de choisir un camp ou l'autre, ne serait-ce que pour survivre. Et ça, c'est un facteur très important qui est un peu sous les radars. Merci. Je pense que la chose importante aussi qu'il faut dire, c'est que l'illusion que les pouvoirs militaires vont apporter plus de sécurité au Sahel ne s'est pas produite. Absolument. Les gens sont dans l'illusion en disant que puisque c'est des militaires, ils vont mettre davantage de moyens pour amener la paix en sécurité. Dans aucun des 3 pays, on est arrivé à ce résultat. Mais aucun pays dans le monde. Parce que, aucun pays dans le monde. Également au Sahel, parce que simplement, la solution, comme tu l'as si bien dit, ne peut pas être militaire et sécuritaire, fait partie du développement et de la gouvernance. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Désolé, on va devoir conclure cette émission spéciale consacrée au Sahel. Merci à vous deux. C'est la fin donc de cette édition spéciale. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.